un échiquier avec un creux caché, et un mouvement qui a coûté la vie à quelqu'un. Bienvenue sur Détective Éternel, je suis votre hôte Léo. Cette chaîne ne cesse de grandir. Commentez ci-dessous et partagez ou vous écoutez. Lire vos messages est toujours le meilleur moment de ma journée. Plongeons dans le vif du sujet. La garden party de Alderwick House marquait toujours le début de l'été dans le village de Ferney-Saint-Martin. Ce samedi après-midi ne fait pas exception. L'air était chaud, porté par une douce brise, les roses en fleurs cascadent sur les treilles, et les villageois, parés de leurs plus beaux atours, trinquaient et échangeaient des plaisanteries sous les parasols. Madame Lavinia Chetham, l'hôtesse, était très fière de cet événement annuel, sa pelouse aussi parfaitement entretenue que sa réputation, son sourire aussi poli que les petites cuillères en argent. Miss Marple était assise à l'ombre d'un tilleul, satisfaite de sa tasse d'Earl Grey et d'une modeste part de biscuit Victoria. Son regard bleu vif, doux derrière ses lunettes, balayait l'assemblée comme si elle admirait simplement les jonquilles. En vérité, elle prenait des notes mentales. La garden party était un excellent endroit pour observer la nature humaine, et Miss Marple ne manquait jamais de telles occasions. Il y avait le vicaire, le révérend Gilles Radbourne, pris dans une longue discussion avec le jeune et nerveux curé, Monsieur Alco. Il y avait Madame Hartnell, rouge d'indignation face à la pénurie de crème, et la jeune Lily Withers, la domestique de Alderwick, qui jetait des regards inquiets vers le portail du verger. Le major Arkwright, un militaire à la retraite à la voix tonitruante, avait réquisitionné un coin de la pelouse pour raconter les gloires de la campagne du Soudan pour la 5e fois de la semaine. Et, bien sûr, il y avait Edmund Blackmore, riche, distant et particulièrement impopulaire, de retour à Fernley après 15 ans à l'étranger. Il se tenait à l'écart des autres, près de la table d'échecs installée sur la véranda, contemplant les pièces sculptées à la main avec une pointe de mépris. Le jeu d'échecs était une curiosité locale, son plateau en bois creux doublé de velours rouge, un cadeau, dit-on, d'un noble russe des générations auparavant. Puis, alors que Miss Marple hésitait à goûter une seconde part de génoise, un cri aigu interrompit la tranquillité de l'après-midi. Il provenait de la maison. Les gens se figèrent, les tasses s'immobilisèrent en plein vol, les conversations s'éteignent. Madame Chetham pâlit, la main portée à sa gorge. En quelques secondes, les invités se précipitèrent vers le salon, d'où le cri avait jailli. Miss Marple se releva plus lentement, le visage calme, et se dirigea vers la maison. Au centre de la pièce gisait Edmund Blackmore, affalé sur le tapis persan, la main toujours serrée sur le roi blanc du jeu d'échecs. Ses yeux étaient grands ouverts, vitreux. L'échiquier de velours avait basculé, renversant toutes les pièces, à l'exception d'une tour, étrangement dressée, à côté de sa tête. Il était indéniablement mort. Miss Marple entra discrètement, balayant la pièce du regard, captant les expressions de l'assistance, le choc, les murmures, les prémices des spéculations. Tout avait commencé. La nouvelle de la mort d'Edmund Blackmore se répandit dans Ferney-Saint-Martin avec la rapidité et la joie d'un incendie de forêt attisé par une brise d'été. Au crépuscule, tout le village savait non seulement qu'il était mort pendant la garden party de Lavinia Chetham, mais aussi que cela s'était produit près du célèbre jeu d'échecs, avec quelque chose de très étrange, comme le disait Madame Tying, de l'épicier. Personne ne savait vraiment ce qui était étrange, mais cela n'empêchait personne de le dire. Au Hound et Hare, le seul peuple du village, les spéculations allaient bon train avant même le coucher du soleil. Une petite foule s'était rassemblée dans le petit salon, chuchotant autour de leurs pintes et de leurs chips. Du poison, déclara Bert Collet, l'homme à tout faire du village. C'est toujours du poison, n'est-ce pas? Retenez-moi bien. Quelque chose dans le thé. Des bêtises, rétorqua Elsie Trou, la postière, qui adorait les romans policiers, plus encore, corriger les autres. On n'avait pas le temps. Il est mort trop vite. Ça devait être son cœur. Il m'avait l'air en pleine forme, marmonna Bert, refusant de céder. Elle se tenait là, raide comme un piquet.
Elle n'avait pas l'air d'un homme sur le point de s'écrouler. Une attaque, intervint Harold Sim, le cordonnier, qui n'avait jamais rencontré Edmund Blackmore mais parlait comme s'il avait été son médecin personnel. Je l'ai vu de mes propres yeux. Soudain, ça ne pouvait pas être un acte criminel. Miss Marple, quant à elle, était rentrée tranquillement dans sa chaumière couverte de lierre de Churchland. Elle ne contribua pas au tourbillon de conjectures. Elle était assise dans son salon, ses aiguilles à tricoter cliquetant avec une précision calme, le motif de son écharpe émergeant lentement en fines rangées de douce laine bleue. Bien qu'elle ne dît rien, son esprit était aussi occupé que les langues du village. Elle avait vu le visage d'Edmund Blackmore avant le cri calme, indéchiffrable, le regard fixé sur l'échiquier. Et puis elle l'avait vu mort, tenant toujours le roi blanc. Cela, pensait-elle, était étrange. Les mourants ne s'agrippent pas aux pièces du jeu sans raison. Les échiquiers ne s'écroulent pas de façon aussi spectaculaire, à moins d'être dérangés. Et le montant de la tour, placé près de sa tête, cela ne semblait pas naturel non plus. Un détail curieux. Mais Miss Marple ne parla pas de ses observations. Au lieu de cela, elle passe la soirée à feuilleter son petit album relatant les événements du village, un récit personnel de mariage, de scandales, de vols et de querelles qu'elle avait compilé avec un doux détachement au fil des ans. Il y avait toujours un fil conducteur, toujours une tendance. Le village pouvait changer d'apparence, mais la nature humaine restait invariablement constante. Au matin, la police avait pris le contrôle des lieux. L'inspecteur Krell, du commissariat de comté d'Upper West arriva, arborant l'expression renfrognée d'un homme sorti d'un rôti du dimanche. Il était grand, aux cheveux blonds roux, et d'un naturel sérieux, avec une tendance à ignorer tout ce qui n'était pas immédiatement évident ou matériellement prouvé. Miss Marple l'observait depuis le coin du salon de Madame Cheetham, tandis qu'il examinait l'échiquier et le corps, un carnet à la main, une légère irritation au front. Aucun signe d'effraction, aucune substance étrangère dans la verrerie, aucune contusion, disait-il à l'agent Derry, qui se tenait respectueusement près de la porte, son carnet posé mais vide. Madame Cheetham, assise un peu flétrie sur son canapé en chintz, s'essuyait le nez avec un mouchoir parfumé à la lavande. « Inspecteur, ce ne pouvait tout de même pas être un acte criminel. Enfin, Edmund s'est simplement effondré. »« Nous n'excluons rien, madame, » répondit Krell. « Mais il s'agit probablement de causes naturelles. Un médecin légiste confirmera sous peu. Nous avons déjà fait venir le docteur Halliwell. » Mademoiselle Marple eut un léger sourire. Elle avait un grand respect pour le docteur Halliwell, un homme honnête, méthodique, quoique peut-être un peu trop enclin à se ranger du côté des autorités. Si on le lui demandait, il déclarait que Edmund Blackmore avait souffert d'une insuffisance cardiaque ou cérébrale, ne serait-ce que pour clore l'affaire avec la gravité qui convient. Pendant ce temps, le village continuait de bourdonner de souvenirs et de théories murmurées. Cet après-midi-là, à la vente de pâtisserie de la paroisse, Madame Hartnell fit une conférence improvisée sur le tempérament sombre de Blackmore, affirmant l'avoir vu un jour crier après un chauffeur de taxi à Rhodes. « J'étais en croisière près de la Sicile, » dit-elle en baissant la voix théâtralement, « et je l'ai vu sur les quais, très brusque, très impatient avec les habitants. Je me suis dit voilà un homme qui nourrit du ressentiment. Il n'avait pas l'air d'apprécier la fête, ajouta Madame Larche, du magasin de laine. Il ne sourit pas. Il ne mangea même pas son gâteau. Cela ne fait pas de lui un meurtrier, marmonna son mari, Neville. Ni un meurtrier, d'ailleurs. Mais les soupçons ne se limitaient pas à des murmures. Cet après-midi-là même, Lily Withers, la femme de chambre d'Alderwick House, fut aperçue en train de sangloter devant le portail de derrière. Interpellée par Madame Finch, la femme du vicaire, Lily insista sur le fait qu'elle était simplement dépassée et qu'elle avait toujours eu l'estomac fragile pour ce genre de choses. Pourtant, les villageois remarquèrent, non sans intérêt, que ses mains tremblaient et que ses yeux s'agitaient comme si elle s'attendait à voir quelqu'un apparaître soudainement derrière elle. Mademoiselle Marple,
apprenant cela plus tard par son ami Dolly. Bantry, autour d'une tasse de thé au salon de thé Rose et Thorn, émit un léger murmure pensif, mais ne prononça aucun jugement. « Eh bien, dit Madame Bantry, qui n'avait jamais eu l'habitude de garder une pensée longtemps sans l'exprimer, qu'en penses-tu, Jane? Je suppose que ça aurait pu être du poison. Mais alors, comment aurait-on pu le lui faire parvenir ?» Miss Marple leva son thé d'une main ferme. « Les gens sont souvent très inventifs quand ils ont le cœur sur la main, Dolly. Et parfois, il n'est pas nécessaire de toucher un homme pour le tuer. Une partie d'échecs bien jouée, après tout, peut se terminer sans qu'une seule pièce ne passe du côté de l'ennemi. Cela semble assez sinistre, Jane. Oh non, Macaire. Juste stratégique. » Ce soir-là, la police retourna à Alderwick House pour récupérer l'échiquier et l'examiner de plus près. Creel, sceptique, examina à nouveau l'échiquier, fronçant les sourcils devant les fines sculptures, la doublure en velours rouge et l'équilibre parfait des pièces. « Ça me paraît absurde, » marmonna-t-il. « Une coïncidence. » L'homme s'effondra, l'échiquier bascula. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Miss Marple, apparue au bout de la pièce au bon moment, dit doucement mais, « Inspecteur, les pièces sont tombées bizarrement, n'est-ce pas ?» Creel se tourna vers elle, légèrement agacé. « Pardon? Je veux simplement dire, » dit-elle en joignant les mains avec modestie, « que si quelqu'un tombe en avant, l'échiquier bascule généralement dans la même direction. Pourtant, j'ai remarqué, même si je pouvais me tromper, que les pièces étaient principalement derrière l'échiquier et non devant. Comme si la table avait été légèrement tirée en arrière, plutôt que poussée. » Creel la fixa du regard. « Vous insinuez que quelqu'un a déplacé la table? Oh non, mon Dieu, je ne suggère rien du tout. Juste une observation en passant. Je trouve souvent la disposition des objets domestiques assez révélatrice. Pas vous? » Sur ce, Miss Marple s'écarta pour laisser l'inspecteur poursuivre. Plus tard dans la soirée, dans son cottage tranquille, elle ajouta une autre note à son album. Tour dressy, deliberement, Lily Withers nerveuse, craintive, coupable ou effrayée. Difficile à dire. Elle marque une pause, la plume flottant au-dessus du papier. Puis, soyeusement, elle écrivit l'échiquier était creux. Devereux. Dehors, l'horloge du village sonna 10 heures. Partout à Fernlessin. Martin, les lumières des cottages s'étaient tamisées et les fenêtres étaient closes. Mais au cœur de tout cela, un fil invisible s'était tendu, et Miss Marple, de son écriture soignée et de sa voix douce, tirait déjà doucement dessus. La partie, elle le savait, venait à peine de commencer. L'inspecteur Creel retourna à Fernlessin. Martin le lendemain matin, plus déterminé dans sa démarche et l'air plutôt sombre, comme si l'odeur de choux trop cuits de l'auberge locale avait gâché ses rêves. La mort d'Edmund Blackmore commençait à présenter plus de complications que l'inspecteur ne l'aurait souhaité, et même s'il refusait encore de l'admettre publiquement, les particularités de l'affaire le mettaient de plus en plus mal à l'aise. Le rapport préliminaire du docteur Halliwell n'avait pas été aussi clair que Creel l'avait espéré. La cause exacte du décès restait incertaine. Aucun signe de traumatisme, aucune indication claire d'empoisonnement, aucun antécédent cardiaque ne justifiant un malaise soudain. Le médecin hésitait. Quelque chose clochait, avait-il dit. Quelque chose de subtil. Et puis il y avait l'échiquier. Ce jeu en bois, avec sa doublure en velours bordeaux profond et ses marqueteries ornées, avait toujours été un sujet de conversation à Alderwick House. Il appartient à la famille Chatham depuis 3 générations, hérité d'un oncle collectionneur d'antiquités russes. Madame Chatham l'avait utilisé plus comme décoration que pour se divertir, mais Edmund Blackmore avait semblé fasciné, insistant pour organiser une partie contre le Major Arkwright pendant la Garden Party, bien que la partie n'ait jamais vraiment commencé. De retour dans le bureau temporaire de la police, une ancienne salle de lecture aménagée à cet effet, Creel examina l'échiquier lui-même. Quelque chose clochait. Le velours semblait plus neuf qu'il n'aurait dû l'être. Et sous le double fond de la boîte, à peine visible à moins de savoir regarder,
se trouvait un compartiment peu profond vide. Que cacherait-on dans un échiquier? Murmura Krell à voix haute. Peut-être, proposa l'agent Derry avec hésitation. Une clé? Ou un mot? Ou quelque chose de précieux, dit Krell d'un ton sombre. Quelque chose pour lequel on aurait tant voulu tuer. De retour au village, mademoiselle Marple se rendit tranquillement au presbytère, soi-disant pour apporter un pot de confiture de coin à madame Radbourne, qui se remettait d'une bronchite estivale. En réalité, Miss Marple avait une toute autre raison. Le vicaire, le révérend Gilles Radbourne, était un homme intelligent, quoique parfois distrait, bien plus intéressé par l'âme humaine que par les scandales villageois. Pourtant, il avait un don curieux pour se rappeler les petits détails avec une précision accidentelle. Au cours du thé, Miss Marple orienta doucement la conversation vers la gardienne partie. C'était un bel après-midi, remarqua-t-elle en versant du lait dans sa tasse. Quel dommage que cela se soit terminé si tristement. Tragique, acquiesça le vicaire en secouant la tête. Edmund Blackmore n'était pas vraiment populaire, mais on ne souhaite une telle fin à personne. Le connaissiez-vous avant son retour? Vaguement seulement. Son père faisait partie du comité paroissial des années auparavant. Edmund est parti sur le continent, n'est-ce pas? Pour affaires, quoi? Plutôt discrètement. Sa mère était la véritable figure de la paroisse. Terriblement fan de gardenias. Et avez-vous parlé à M. Blackmore ce jour-là? Le vicaire réfléchit. Brièvement. Il mentionna vouloir se racheter, curieusement. Se racheter? Répéta mademoiselle Marple d'un ton léger, mais curieux. Oui, elle a parlé de choses inachevées à Fernley. J'ai supposé que c'était une propriété familiale, peut-être. Ou un secret, pensa Miss Marple, mais elle ne dit rien. En rentrant chez elle par le chemin du village, elle s'arrêta près du mur de pierre où Lily Withers se tenait, scrutant le verger. Le visage de la servante était pâle, ses yeux voilés par plus que l'insomnie. Quelle étrange chose, dit Miss Marple doucement en s'approchant. Monsieur Blackmore mourant ainsi. Vous avez dû être terriblement choqué. Lily sursauta légèrement, puis essaya de se ressaisir. Oui, mademoiselle. C'était horrible. J'ai laissé tomber un plateau en entendant. Vous étiez à l'intérieur. Je ressortais avec une autre théière. Pour le major, je crois. Et vous avez vu Monsieur Blackmore tomber? Non. J'ai juste entendu le cri et je suis arrivé en courant, comme tout le monde. Miss Marple hocha la tête, le regard fixé sur un petit fil qui pendait du tablier de Lily. Elle tira dessus doucement. Vous êtes très courageuse de continuer à travailler malgré tout ça, ma chère. Lily baissa les yeux, puis se mordit la lèvre. Je ne peux pas me permettre de partir. J'envoie de l'argent à ma mère dans le Devon. Elle ne va pas bien. Miss Marple Louis te porte la main. C'est compréhensible. Mais essaie de prendre soin de toi. On oublie souvent les vivants quand la mort frappe. Lily eut un faible sourire et replongea dans ses pensées. Cet après-midi-là, l'inspecteur Krell retourna à Alderwick House pour interroger à nouveau les invités, à commencer par le major Arkwright, qui était ravi de rendre compte. « Je devais le jouer, vous savez, » s'exclama le major. « Bel échiquier, belle pièce. J'attendais ça avec impatience. » Mais il a insisté pour tout installer lui-même. Très pointilleux sur le placement des pièces. C'est un peu obsessionnel, à mon avis. A-t-il dit quelque chose d'inhabituel? Pas au début. Il a juste parlé de l'artisanat. Puis il a dit quelque chose d'étrange. Il a appelé ça une clé sans serrure. Krell fronça les sourcils. Que pensez-vous qu'il ait voulu dire? Aucune idée. Il pensait que c'était une absurdité poétique. Cet homme était toujours un peu trop intelligent pour son propre bien. Madame Cheetham fut la suivante. Ses yeux étaient gonflés par les larmes, et elle serrait un mouchoir en dentelle comme s'il allait s'envoler. Edmund n'était pas rentré depuis longtemps, dit-elle. À peine une semaine. Je l'avais invité à la fête, car cela semblait être la règle du bon voisinage. Il n'était pas vraiment chaleureux. A-t-il mentionné des ennemis? Elle cligna des yeux. Pas directement. Mais il s'enquit de Lily Withers. La connaissait-il? Je crois que oui.
Il demanda si elle était toujours en service. Je n'y prêtais aucune attention. Krell griffonna le mot et marqua une pause. Et l'échiquier semblait fasciné par lui. Oui, presque obsédé. Il demanda quand nous l'avions ouvert pour la dernière fois. Je lui dis qu'il n'y avait pas touché depuis des années. L'inspecteur quitte Alderwick House avec un malaise grandissant. Trop de pièces, mais aucune ne convenait encore. Et ce satané échiquier. Pourquoi organiser une partie à laquelle il n'avait jamais eu l'intention de jouer? Ce soir-là, juste après le crépuscule, Miss Marple reçoit une visite inattendue. Dolly Bantry, les yeux écarquillés et essoufflés, fit irruption dans le salon, un exemplaire de la Fernley Gazette sous le bras. « Jane, l'as-tu lu? La chronique locale dit que le jeu d'échecs pourrait être maudit. Miss Marple writ dousement. Une excuse commode pour bien des péchés. On dit qu'il servait autrefois à faire passer des diamants en contrebande. Que le plateau creux cachait quelque chose de précieux pendant la Révolution russe. Fantasiste, dit Miss Marple. Mais l'idée qu'il y ait quelque chose de caché n'est pas si farfelue. Elle jeta un nouveau coup d'œil à son album, où ses propres notes occupent maintenant une page entière. Blackmore retourne à Fernley, intentions obscures. Mentionne des excuses. Obsédé par l'échiquier. Compartiment secret découvert, vide. Appelé une clé. Qui a pris ce qu'il y avait à l'intérieur? Elle tapota légèrement le stylo, puis souligna une nouvelle entrée. Lily Withers. Vue en pleurs. Intéressée par Blackmore. Lien. Dehors, le village dormait d'un sommeil agité. Mais dans la maison bien rangée de Miss Marple, le jeu continuait non pas celui des tours et des fous, mais celui des motivations et des souvenirs, des secrets et de l'observation. Elle avait déjà tout vu. Jalousie enfouie, rancune vieillie comme le vin. Les gens étaient toujours plus compliqués qu'ils n'y paraissaient, et leurs pires intentions se cachaient souvent dans les habitudes les plus ordinaires. L'échiquier creux n'était pas le mystère, pensa-t-elle. Ce n'était que le coup d'ouverture. Le lendemain matin des interrogatoires de l'inspecteur, l'air de Fernley saint. Martin était différent. Une sorte de silence s'était installé sur le village, pas exactement le silence, mais quelque chose de plus calme que d'habitude. Le genre de silence qui plane dans l'air quand on attend de voir qui parlera le premier. Miss Marple, toujours attentive à ces changements, le remarqua en sortant pour poster une lettre. Normalement, 3 voisins la saluent à moins de 20 pas. Ce matin-là, un seul Neville Larche, le mari de l'épicière, l'accueillit et se contenta de hocher la tête, évitant son regard en passant. Lorsqu'elle atteignit la boîte aux lettres, elle entendit 3 murmures et aperçut Lily Withers passer précipitamment, la tête baissée, serrant un mot plié dans son tablier. C'était inhabituel en soi. Lily était rarement vue sans uniforme en dehors de son service, et jamais troublée. Miss Marple rangea ce détail avec le reste. Au commissariat, l'inspecteur Krell était moins serein. Il luttait contre une frustration grandissante, née de la conscience qu'il manquait quelque chose d'essentiel, sans savoir quoi. Un rapport toxicologique préliminaire avait révélé quelques anomalies intéressantes. Rien de définitif, mais suffisant pour remettre en question l'hypothèse de cause naturelle. Des traces infimes et incohérentes de belladone avaient été détectées dans le sang d'Edmund Blackmore. Pas assez pour tuer un homme, pas à elles seules, mais combinées au stress ou à une faible constitution, elles peuvent certainement contribuer à une insuffisance cardiaque. Kraïlas amassa las tampas. Où trouver de la belladone dans un endroit pareil? L'agent Derry proposa prudemment il y a une parcelle de belladone qui pousse dans la derrière le vieux presbytère. Les enfants se mettent au défi de s'en approcher. Krell House à Unsourcel. Et la servante habite chez les Chetham, juste au bout de la rue. A-t-elle jamais eu l'occasion de se trouver près du presbytère? Je crois que sa mère était cuisinière pour le vicaire avant de mourir. Lily a grandi pres de l'Église. Ce qui signifie qu'elle connaissait peut-être les plantes depuis des années. Krell se renversa en arrière. Très bien, il faudra lui reparler. Et je veux voir tous ceux qui ont visité ce jardin récemment. Mais avant qu'il puisse poursuivre, on frappa à la porte du commissariat.
C'était le major Arkwright, l'air plus sérieux que d'habitude, un mouchoir soigneusement plié à la main et une expression ferme sur son visage rougeau. « Je suis venu parler du jeu d'échecs, dit-il sans préambule. J'ai peut-être fait une erreur dans mon premier récit. » Krell lui fit signe d'entrer et lui indiqua une chaise. « Allez. » Le major était assis, raide. « Je vous avais dit que Edmund disposait les pièces quand je suis arrivé à la table. Ce n'est pas tout à fait vrai. Quand je suis arrivé, l'échiquier était déjà en place. Parfaitement en place. Pas une seule pièce de travers. Et Edmund, eh bien, il se tenait à côté, regardant. » Krell plissa les yeux. « Regardant? Pas les pièces. Le dessous de la table. Il tâtait le bois, presque comme s'il cherchait quelque chose. Il s'arrêta quand je m'approchai. « Pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné plus tôt? » Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Je pensais qu'il admirait peut-être le travail d'artisan. Mais maintenant Arkwright s'éclaircit la gorge. Il était nerveux. Pas ouvertement, mais on sait quand on s'attend à des ennuis. Il avait ce regard. Krell prit une note, puis leva les yeux. A-t-il dit autre chose? Juste une chose. Il dit c'est drôle avec les puzzles. Parfois, la pièce manquante ne manque pas du tout. Elle est juste cachée là où personne ne veut regarder. Krell se rassit. Cela faisait 2 fois que Blackmore parlait par énigme avant sa mort. D'abord, en qualifiant l'échiquier de clé sans serrure, et maintenant, cette remarque énigmatique sur les énigmes. Miss Marple apprend la confession du major moins d'1 heure plus tard. Dolly Bantry se tenait devant la gare et se précipita vers Church Lane sans perdre de temps. Il avait l'air plutôt sombre, Jane. Elle entra directement et resta 20 minutes. Il se passe quelque chose, je parie. Merci, Dolly. C'est utile. Miss Marple croisa les mains, pensive. Plus tard dans la journée, Miss Marple se rendit au salon de thé Rose et Thorn, où elle était connue de tous et souvent accueillie à sa table préférée près de la fenêtre. Ce jour-là, elle n'était pas venue pour les scones, mais pour l'accompagner. Elle n'eut pas à attendre longtemps avant que 2 des causeuses les plus enthousiastes du village, Mesdames Larche et Hartnell, ne se glissent à proximité. Leur voix, comme toujours, portait juste assez pour être entendue. « Eh bien, dis-je à Harold, si quelqu'un avait une raison, ce serait Lily. Tu te souviens du scandale, n'est-ce pas? » « Bien sûr que si, » répondit Madame Hartnell avec délectation. « Sa sœur, la pauvre. Elle s'est enfuie avec l'employé du cabinet du notaire. Elle est revenue ruinée, disait-on, et Lily a dû supplier les Chetham de lui donner du travail. » Miss Marple écoutait sans réagir. Elle se souvenait de l'histoire maintenant, même si elle n'y avait jamais vraiment réfléchi sur le moment. La sœur Marianne avait disparu depuis plus d'1 an. À son retour, elle ne voulait pas dire où elle était allée, se contentant d'affirmer qu'elle avait tout perdu. Edmund Blackmore avait déjà quitté Fernley à ce moment-là, mais Miss Marple se demandait maintenant s'il était impliqué. Pendant ce temps, le village cherchait désespérément un suspect. La première à être officieusement jugée et condamnée par l'opinion publique fut, comme on pouvait s'y attendre, Lily Withers. La combinaison de son passé, de sa proximité et de sa nervosité avait clairement placé une cible dans son dos. Les murmures se transformèrent en froncements de sourcils, et la femme du pasteur remarqua que Lily avait commencé à éviter complètement l'église. « Elle a peur », dit le révérend Radbon lors d'un déjeuner tranquille avec Miss Marple. « Pas seulement de ce que les gens disent, mais d'autres choses. Elle ne dira pas quoi. » Miss Marple plia sa serviette et prit une longue inspiration. Les gens savent souvent plus qu'ils ne le pensent, surtout ceux qui ont peur. Le lendemain matin, Lily fut amenée par la police non pas arrêtée, mais interrogée formellement. L'inspecteur Krell garda un ton posé, veillant à ne pas trop faire pencher la balance. C'était une fille timide, et la pression ne ferait qu'obscurcir ses paroles. « Je ne l'ai pas tué, » dit-elle franchement. « J'avais peur de lui, c'est tout. Il savait quelque chose. » Savait quoi? Lily hésite. Il savait pour ma sœur. Il n'en savait plus qu'il n'aurait dû. Il a dit l'avoir revue. Récemment. Il a dit qu'elle était vivante et qu'elle vivait sous un nouveau nom. Pourquoi cela vous ferait-il peur?
parce qu'elle était censée être morte. Krell cligna des yeux. Morte? Elle avait disparu l'hiver dernier. On pensait qu'elle s'était noyée dans la rivière. Il y avait un mot. Et puis Edmund Blackmore débarque, disant qu'elle n'est finalement pas morte et qu'il voulait quelque chose de moi. Quelque chose? Lily hocha lentement la tête. Il voulait savoir si on l'avait toujours. L'échiquier. Il dit que toi et ta famille en avez assez caché. Il est temps de réparer les dégâts. Krell se pencha en avant. Et l'avais-tu? As-tu caché quelque chose sur l'échiquier? Les yeux de Lily se remplissent de larmes. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Je le jure. Je n'ai jamais touché l'échiquier. De retour dans son salon ce soir-là, Miss Marple se tourne à nouveau vers ses notes. Elle écrivit une nouvelle ligne sous le reste. Marianne Withers présumée morte, maintenant peut-être vivante. Lien avec Blackmore. Lily Essenarogia. Chantage ou menace. Les pièces bougeaient à nouveau, non seulement sur l'échiquier, mais à travers le temps et la mémoire. Le passé, semblait-il, rattrapait Fern les seins. Martin. Et le premier suspect, Miss Marple le savait, était rarement le dernier. Fernley St. Martin avait déjà connu des scandales faciles à gérer, impliquant des poules errantes, des limites de jardins familiaux contestés ou des liaisons chuchotées qui n'étaient jamais vraiment connues du public. Mais le meurtre, si meurtre il y avait bien, d'Edmund Blackmore, et l'étrange réapparition ou peut-être la résurrection d'une jeune fille que l'on croyait morte avait bouleversé le village. Les gens fermaient leurs portes un peu plus tôt, bavardaient avec un peu plus de prudence et observaient leurs voisins d'un œil nouveau, soupçonneux. Miss Marple, quant à elle, restait aussi sereine que jamais, même si, sous son air doux, son esprit bourdonnait comme un moteur bien réglé. Elle était assise ce matin-là dans son salon ensoleillé, sirotant son thé en regardant par-dessus la rue. Son regard n'était pas inactif. Il quittait la maison voisine pour la pelouse de l'autre côté de la route, observant les passants avec des paniers, des chiens ou délibérément sans rien faire. Chaque mouvement, chaque regard, était noté et archivé mentalement. Ce n'était pas la suspicion qui guidait Miss Marple, pas exactement. C'était une habitude, acquise au fil des années à écouter plus qu'à parler, et à voir des choses qu'on pensait impossibles à remarquer. Ce matin-là, quelque chose d'étrange est arrivé par la poste. Une simple enveloppe sans adresse de retour, contenant une simple coupure de presse, une nécrologie, vieille et froissée, arrachée à un journal étranger. Elle était écrite en français, mais Miss Marple en avait suffisamment appris pendant son séjour à Florence pour en reconstituer les détails clés. L'avis concerne un certain Armand Duclou, un antiquaire retrouvé mort dans son appartement parisien près de 2 ans plus tôt. Aucune trace d'effraction. Aucun suspect. Le seul détail inhabituel était qu'il s'était autrefois spécialisé dans les objets de famille russes et les jeux d'échecs. Miss Marple haussa légèrement les sourcils en pliant la coupe. Elle n'avait pas besoin de deviner où ce lien pouvait mener. Elle rangea le journal et se dirigea vers la bibliothèque du village, un petit bâtiment sans prétention juste à côté du parc, tenu par Madame Pembroke, une veuve passionnée de faits divers et de biscuits au gingembre. La bibliothèque était rarement fréquentée en été, et Miss Marple profita pleinement de son calme. Elle commanda un ouvrage sur l'art et les antiquités européennes, feignant de s'intéresser à la porcelaine française du XVIIIe siècle, et l'apporta à une table tranquille dans un coin. Là, elle feuilleta jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle soupçonnait une note de bas de page sur du clou et une collection particulière de jeux d'échecs évidés qui auraient servi pendant la Révolution russe à faire passer clandestinement des documents, des bijoux et parfois des armes. L'un de ces jeux, d'après la note, avait disparu de l'inventaire de Duclou peu avant sa mort. Une photographie y était jointe, mais incontestablement la même qui se trouvait actuellement dans la salle des preuves du commissariat de Fernley. Miss Marple tapota la page d'un doigt fin. Donc pas un héritage familial, donc. Un artefact vol, caché à la vue de tous pendant des années. Jusqu'à ce que Edmund Blackmore revienne le réclamer. De retour au commissariat,
L'inspecteur Krell se débattait avec un indice d'un autre genre. L'échiquier avait été examiné de nouveau, cette fois plus minutieusement. Sous le velours, dans un interstice si fin qu'il était presque passé inaperçu, se trouvait un bout de papier. Ni un document, ni une confession, mais quelque chose de plus énigmatique, une page arrachée d'un agenda de poche. L'écriture tremblait, l'encre était passée. On pouvait y lire le 17 août MW l'a trouvé. L'a enfermé à clé. Promis au silence. Mais le silence est un filou. Elle ne le gardera pas longtemps. Il n'y avait pas de signature. Krell la fixa longuement avant d'appeler l'agent Derry. « Allez chercher mademoiselle Marple, dit-il, si elle veut bien venir. Je pense qu'il est temps d'arrêter de prétendre que tout cela n'est qu'une question de poison et de panique. » Miss Marple arriva 15 minutes plus tard, escortée avec une douce déférence par le jeune agent, et prit place en face de l'inspecteur sans la moindre surprise. Il fait glisser la page déchirée du journal sur le bureau. Elle la lut en silence, puis leva les yeux. « Monsieur W. » dit-elle doucement. « Marian Withers. » « C'était bien ma pensée, » admit Krell. « Il semble qu'elle ait caché quelque chose dans l'échiquier, quelque chose que Blackmore est revenu chercher. Mais le mot dit trouvé et non placé. L'objet en question était donc déjà là, et elle l'a simplement découvert. » Krell fronça les sourcils. « Vous pensez qu'il appartenait à quelqu'un d'autre? Je pense que l'échiquier avait des secrets bien avant que Marianne Withers ne le touche. » Miss Marple croisa les mains. Mais cette découverte de ses connaissances l'a peut-être rendue dangereuse pour quelqu'un. Elle est toujours portée disparue. Ou cachée, corrigea doucement Miss Marple. Nous devons envisager la possibilité qu'elle ne se soit pas noyée, que le mot qu'elle a laissé ait été caché. Krell se leva et se dirigea vers la fenêtre. Pourquoi se donnerait tant de mal? Que peut-il bien y avoir de caché dans un échiquier qui mérite tant d'efforts? Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, son regard a dérivé vers une petite photo sur l'image de la famille de Desca de Krell, un garçon tenant un soldat en bois, souriant avec une innocence que l'enfance permet. Les gens tueraient pour de nombreuses raisons, l'inspecteur, a-t-elle enfin dit. Mais le plus dangereux n'est pas la cupidité, ni la haine et la peur. Peur de l'exposition, de tout perdre. À l'extérieur de la gare, le temps s'était tourné. Un filet lent a commencé à tomber à travers Fernley, adoucissant les contours des chalets et des haies. Cela a donné au village un regard légèrement flou, comme si quelqu'un avait enduit les bords d'une peinture. Miss Marple a marché lentement à travers la place, parapluie à la main, ses pensées occupées par la lettre, la page du journal et un ensemble d'échecs qui était devenu moins un jeu et plus une boîte de confession. Au presbytère, le révérend Radbone se préparait pour le sermon du milieu de l'été lorsque sa femme est venue avec une expression inquiète. « Lily n'est pas revenue ?» dit. Elle était censée aider les arrangements floraux. Personne ne l'a vue depuis ce matin. Le vicaire met sa Bible de côté. Aurait-elle pu voir sa mère? Non, j'ai téléphoné. Madame Withers n'a pas entendu parler d'elle depuis 2 jours. Le révérend hocha lentement la tête, son visage tomba. J'informerai l'inspecteur. En début de soirée, tout le village savait que Lily Withers avait disparu. Sa chambre à Alderwick House a été retrouvée intacte, le lit fait, ses quelques possessions encore en place. Son tablier et sa casquette étaient soigneusement accrochés sur une cheville, mais ses chaussures de marche avaient disparu. Et du pied de son lit, un seul objet manquait, un livre de poèmes que sa sœur lui avait donné. Miss Marple, debout dans l'embrasure de la porte avec Madame Cheetham et l'inspecteur Krell, a interrogé la pièce en silence. Ses yeux persistaient sur la bibliothèque, la paire de chaussures, le crochet vide où le livre avait été suspendu par un ruban. « Dis-moi, » elle a dit à Madame Cheetham, « y a-t-il jamais une photo d'eux ensemble ?»« Oh oui, » la femme a répondu, tamponnant ses yeux. « Un petit. Ils l'ont gardé sur le manteau dans les quartiers des serviteurs. » « Et ce toujours-là? »« Non. Je suppose que Lily a dû le prendre. » Mademoiselle Marple acquiesça lentement. « Elle ne court pas, » dit. « Elle se souvient. » Et alors que la pluie commençait à tomber plus régulièrement,
et que les ombres de la soirée s'étendaient à travers Fernley-Saint-Martin, une certitude tranquille s'est installée sur elle. Le mouvement suivant avait été fait, mais le jeu était loin d'être terminé. La pluie n'avait pas été lâchée dans la nuit, et le matin, Fernley-Saint-Martin semblait avoir été lavé de toutes ses couleurs. Les cottages en briques rouges semblaient en sourdine, le verde est terne et ombragé. Les routes brillaient de flaques d'eau et les gouttières chuchotaient doucement avec de l'eau. C'est le genre de jour qui a gardé la plupart des villageois à l'intérieur pour ceux qui souffrent d'agitation dans leurs os ou secrets pesant sur leurs épaules. Mademoiselle Marple, pour sa part, s'était levée tôt. Elle n'avait pas beaucoup dormi, mais ce n'était pas une bonne question pour elle. Une vie d'observation lui avait appris que le cœur humain est rarement immobile, et l'esprit, en particulier lorsqu'il sent quelque chose de non-résolution encore plus persistant que la pluie sur un toit. À 9 heures, elle est arrivée au poste de police avec une note à la main. L'inspecteur Creel leva les yeux d'un rapport, ses yeux lancinants et son col encore humide. « Elle est partie » dit-il sans saluer. Aucune observation. Personne dans le bus ne l'a vue. Pas de lettre, pas de message. Je le pensais plutôt, mademoiselle Marple a répondu, prenant son siège habituel en face de lui. Elle a passé la note sur le bureau. J'ai trouvé cela épinglé à ma porte ce matin. Pas d'enveloppe. Creel a déplié le papier. L'écriture a été maculée et précipitée. Miss Marple, je ne cours pas. Je cherche. Elle a besoin de moi. Il a menti. Ce n'est pas fini. Et l'inspecteur exhalait lentement. Elle a besoin de moi. C'est Marianne. Cela semble probable. Creel se pencha en arrière sur sa chaise. Alors maintenant, Lilies Chasing Ghosts est le seul homme qui aurait pu savoir où Marianne était morte sur un sol de salon. Je ne serais pas si certain, dit doucement Miss Marple. Mort? Oui, mais pas le seul à savoir. Creel leva les yeux, brusquement. Qui d'autre? Mademoiselle Marple hésita un moment, puis déclara le major Arkwright. Ou du moins, quelqu'un d'étroitement lié à lui. Creel Franca, less sourcils. C'est certainement un coup de soufflage. Mais un meurtrier? Peut-être pas. Mais je crois qu'il garde quelque chose. Quelque chose à propos de Blackmore. Leur relation n'était pas simplement celle de Garden Party Conacy Sheep. Il y a une tension partagée dans le passé. Avez-vous une preuve? Molly Marple's Surrey Dousement. Pas encore. Seulement un motif. Mais j'ai appris au fil des ans que lorsqu'un modèle émerge, la vérité est généralement au centre. Plus tard dans la matinée, mademoiselle Marple s'est rendue à Arkwright House, une robe géorgienne robuste avec de grandes fenêtres et une propreté presque militaire sur son chemin avant. Le major Arkwright a répondu à la porte lui-même, portant son gilet habituel et un air de joie forcée. « Miss Marple. Interest. Jour misérable, hein? » Elle est entrée dans la pièce avant, où un feu allait et un échec de l'échec les pièces n'avaient pas été déplacées, bien qu'un évêque noir ait été posé sur le côté, comme s'il était renversé. Comme symbolique, dit Miss Marple doucement, hochant la tête au conseil d'administration. Arkwright regarda, puis gloussa. Je ne l'ai pas réinitialisé, c'est tout. Je trouve que le symbolisme est rarement involontaire. La majeure lui lança un regard étrange. Je suppose que vous êtes venu avec des questions, seulement quelques-uns. Vous connaissiez Edmund Blackmore dans sa jeunesse, n'est-ce pas? Argbrecht Serraidit. Brièvement. Son père a servi sous le mien pendant la guerre. Nous avons traversé les sentiers en ville plusieurs fois. Il était intelligent, froid. Et Marianne Withers? Ses yeux vacillaient. La sœur de la servante? Non, je ne connais pas la fille. Miss Marple l'observa un long moment, puis dit « Vous savez, Major, depuis que je vis à Fernley, j'ai compris à quel point l'orgueil façonne les hommes. Il empêche les aveux. Il exige le silence. Et parfois, il tue. Que insinuez-vous exactement? Je n'insinue rien. Je réfléchis simplement à voix haute. » Elle se leva lentement. « Cependant, si vous vous souvenez de quelque chose d'utile, j'espère que vous le direz à l'inspecteur. Cela pourrait sauver la vie d'une jeune fille. »
Dehors, la pluie s'était réduite à une bruine. Miss Marple retourna d'un pas calme et déterminé vers le village. La réaction du major n'avait pas été explosive, mais elle avait été révélatrice. L'étincelle dans ses yeux, la posture défensive de ses épaules. Elle avait touché une corde sensible. Cet après-midi-là, alors que les villageois commençaient à sortir entre deux averses, une autre secousse parcourt Fernley. On entendit Madame Larche se disputer publiquement avec son mari Neville au bureau de poste. On avait vu glisser une lettre dans le courrier sortant sans son habituel déplacement matinal. Interrogé, il s'était montré évasif. « Eh bien, jamais » dit Elsie tout en les observant derrière le comptoir. « Il cache quelque chose, celui-là. » Neville Larche avait toujours semblé être un homme doux, du genre à proposer de porter des sacs et à hocher la tête avec enthousiasme. Mais sous la pression, des fissures apparurent. Lorsque l'inspecteur Creel le convoqua pour l'interroger, Neville était pâle et bégayait. « Je n'ai tué personne, » dit-il. « Je ne sais rien des poisons ni des disparitions de filles. »« Mais tu sais quelque chose, » répondit Creel. « Et si tu ne nous dis pas, ça va faire très mal. » Finalement, la nouvelle sortit. Neville Larche avait autrefois travaillé brièvement pour un certain Armand Duclou, le même antiquaire parisien. À l'époque où Neville était jeune et insensé, il avait participé à une transaction impliquant un échiquier et un faux acte de vente. L'échiquier avait été transmis de Duclou à un particulier, mais illégalement. Il avait disparu, et la mort de Duclou s'en était suivie peu après. « Je ne savais pas que ça irait si loin, » dit Neville d'une voix brisée. « Je pensais que c'était juste. De la contrebande. L'échiquier a atterri ici, à Fernley, et je n'en ai parlé à personne. Jusqu'au retour d'Edmund. Pourquoi est-il venu vous voir? Il a dit qu'il savait, qu'il avait retrouvé sa trace, que si je ne l'aidais pas à le récupérer, il révélerait toute l'affaire et nous ruinerait, ma femme et moi. L'avez-vous aidé? » Neville baissa les yeux. « Non, je ne pouvais pas. Je l'ai supplié de laisser tomber. Je crois qu'il est allé voir quelqu'un d'autre après ça. » « Qui? » Neville hésite. « Je crois que c'était Marianne. » À chaque confession, le réseau mental de Miss Marple devenait plus clair. Elle voyait maintenant les liens qui unissaient Blackmore au village, un échiquier antique, un marchand français mort, une jeune fille désespérée et un secret trop longtemps gardé. Mais les secrets ne restaient jamais enfouis, pas à Fernley. Ce soir-là, elle était assise tranquillement dans son salon tandis que le tonnerre grondait au loin à l'horizon. Elle tricotait de nouveau, même si ses mains étaient plus lentes que d'habitude. Dolly Bantry arrive juste avant le crépuscule, trempée par une course dans le jardin. « Vous aviez raison, » dit-elle, essoufflée. Ce marchand parisien, Duclou, écrivait des articles dans l'Antiquité Monthly. J'en ai trouvé un dans les archives du presbytère. Devinez ce qu'il a mentionné? Dites-moi. Un soldat anglais au nom de Code Falcon qui a aidé à faire passer clandestinement des héritages des Romanov en Grande-Bretagne. Ce soldat, la description correspond exactement à celle du Major Arkwright, jusqu'à l'insigne régimentaire. Miss Marple reste silencieuse au début. Puis elle dit, presque tristement, et s'il les avait fait entrer clandestinement, il aurait peut-être voulu les cacher, même à ses propres alliés. Alors le tableau était plus qu'un tableau. C'était un coffre-fort. Et la clé n'était pas un objet, mais une personne. Quelqu'un qui connaissait la vérité. L'évêque était tombé, pensa encore Miss Marple. Mais le roi restait debout. Portlandstadt. Il y avait encore une personne qu'elle avait besoin de voir. Quelqu'un qui était resté silencieux. Trop silencieux. Le lendemain matin, elle se rend à la vieille gare, abandonnée depuis longtemps, mais récemment visitée. Elle avait elle-même vu les traces de pas boueuses à l'extérieur. Et elle soupçonnait fortement de qui il s'agissait. La vieille gare de Fernley était restée à l'abandon pendant plus de 20 ans, sa peinture défraîchie et son toit affaissé par endroits où le lierre avait poussé trop sauvagement. Les trains ne circulaient plus vers ou depuis le village, et la gare était devenue un lieu de fantômes, à la fois imaginé et remémoré. C'était le genre d'endroit où les enfants se mettaient au défi d'entrer après la tombée de la nuit,
et où les vieux souvenirs se posent comme de la poussière sur le plancher fissuré. Miss Marple s'approcha du bâtiment le lendemain matin avec son calme habituel, bien que ses yeux fussent attentifs derrière ses lunettes. Elle n'était pas venue sur un coup de tête. Elle avait remarqué les fines empreintes de pas récentes près de l'entrée arrière la veille, leur forme préservée dans le bas-côté boueux après une nuit de pluie. Elles étaient trop grandes pour celles d'un enfant, trop étroites pour celles du vicaire, et trop délibérées pour les vagabonds oisifs de Fernley. Alors qu'elle franchissait prudemment la porte déformée, une odeur de bois humide et de terre l'accueillit. Des grains de poussière flottaient dans les minces rayons de lumière matinale qui filtraient à travers les fenêtres brisées. Tout était silencieux. Elle ne fait que quelques pas avant d'entendre un bruissement, doux, puis un halètement. Miss Marple marque une pause. « N'aie pas peur, ma chère, » dit-elle doucement, sa voix s'élevant au-dessus du silence avec sa clarté habituelle. « Je suis venue seule. » Derrière une pile de vieilles caisses, une silhouette émergea lentement. Pâle, maigre et plus âgée qu'elle n'aurait dû l'être pour son âge, Marianne Withers s'avança dans la lumière. Ses cheveux noirs pendaient sur ses épaules, et ses yeux, autrefois décrits par Lily comme brillants comme le printemps, semblaient maintenant lasses et méfiants. Elle serrait fermement une sacoche, comme si elle contenait son dernier bien au monde. « Tu n'aurais pas dû venir ?» dit Marianne d'une voix rauque. « Je pense plutôt que je devrais, » répondit Miss Marple. « Tu te caches depuis longtemps. » Marianne ne dit rien. « Tu as vu les journaux? Peut-être. Tu as entendu les murmures. Edmund Blackmore est mort. »« Je sais, » dit-elle. Ce n'était pas censé arriver. Le regard de Miss Marple reste bienveillant mais ferme. « Tu ne l'as pas tué, n'est-ce pas ?» Marianne secoua la tête. « Non, mais je le voulais. Dieu me vienne en aide, j'y ai réfléchi. Je le détestais. Pourquoi? Il a menti. À Lily. À moi. Il a promis de m'aider. Mais il ne voulait que le conseil d'administration. » Elle baissa son cartable et s'assit lourdement sur un banc contre le mur. « Je pensais qu'il avait changé. Quand je l'ai vu à Londres, il m'a dit qu'il avait un moyen de tout arranger. Il m'a dit que la planche n'était pas seulement un héritage. Il a dit qu'elle contenait quelque chose, la preuve d'un événement terrible survenu pendant la guerre. Quelque chose que quelqu'un tuerait pour garder secret. » Miss Marple était assise à côté d'elle, les mains jointes. « Tu l'as cru? Je ne savais pas quoi croire. Mais il a dit que si on la trouvait, on pourrait la vendre. Tout abandonner. Il a dit qu'il me devait ça. » La voix de Marianne s'est brisée. Mais ensuite, après son arrivée à Fernley, il a commencé à agir différemment. Il m'a menacé. Il a dit que si je ne l'aidais pas à récupérer la planche à Madame Chetham, il dirait à la police tout sur ma disparition, sur l'argent que j'avais pris, sur les faux documents. Miss Marple a légèrement hoché la tête. « Alors tu t'es enfui. J'ai couru pour protéger Lily. Pour me protéger. Mais je suis revenu quand j'ai appris sa mort. Je ne faisais pas confiance à la police. Je ne faisais confiance à personne. Tu faisais confiance à ta sœur. » Les larmes aux yeux de Marianne s'embuèrent. Je lui ai laissé un mot. Je lui ai dit de me retrouver ici. Je t'attends depuis 2 jours. Miss Marple posa doucement une main sur la sienne. « Alors tu seras contente d'apprendre qu'elle te cherche aussi. » Au village, l'inspecteur Krell était déjà furieux. Il avait été réveillé avant l'aube par un agent lui annonçant que Miss Marple était repartie seule, cette fois en direction du poste. Il commençait à peine à murmurer sa frustration lorsque l'agent Derry apparut à sa porte, essoufflé. « Nous avons un autre problème, monsieur, dit-il. C'est l'échiquier. Qu'en est-il? » « Il a disparu. Krell se fichea. Disparu? » Disparu du casier à preuve. Aucune trace d'effraction, mais la boîte et le plateau ont disparu. Qui y avait accès? Juste moi, vous et monsieur Yarrow du bureau du conseil municipal. Il vérifiait les rangements. Il a dit ne rien avoir touché. Krell jura dans sa barbe. On n'a pas affaire à des amateurs, Derry. Quelqu'un savait exactement ce qu'il cherchait. Il s'assit lourdement à son bureau et fixa l'espace vide où se trouvait l'échiquier. Le temps presse. De retour au poste,
Miss Marple et Marianne s'avancèrent au soleil tandis que les nuages commençaient à se dissiper. Une légère brise agitait les arbres à proximité. La scène aurait pu être presque paisible, n'eût été la tension sur le visage de Marianne. « Il y a quelque chose que je dois te montrer, » dit-elle en fouillant dans sa sacoche. Elle en sortit un petit paquet enveloppé de tissu et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un morceau de parchemin plié, vieux, cassant et taché d'encre. Je l'ai trouvé caché dans la doublure de l'échiquier il y a des années, avant mon départ. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque, mais je savais que c'était important. Je le porte depuis. Miss Marple déplia le parchemin avec précaution. Le texte était en russe, mais en dessous se trouvait une traduction, écrite d'une écriture anglaise soignée. Elle lut en silence, les yeux légèrement plissés. « C'est une confession, » dit-elle finalement, à propos de la contrebande d'objets de famille russe entre les mains de l'armée britannique. Nom, date et même registre de paiement. Cela aurait ruiné des carrières et des réputations. C'est vrai? Demanda Marianne. Oh oui, dit Miss Marple. Et je peux vous dire exactement qui ne voulait pas que cela soit révélé. Plus tard dans la journée, Miss Marple présenta le parchemin à l'inspecteur Krell au presbytère, où il avait réuni un petit groupe pour discuter de la suite des événements. Le major, Madame Cheetham, Neville Larche et Dolly Bantry étaient tous présents. La tension montait sous la surface. Krell lut le document, fronçant les sourcils à chaque ligne. « Eh bien, murmura-t-il, c'est accablant. » Le silence retomba dans la salle jusqu'à ce que Miss Marple dise « Tout doucement, il semble que Edmund Blackmore ait tenté de faire chanter non seulement des individus, mais l'histoire elle-même. Il voulait tirer profit d'une vérité que beaucoup avaient passé leur vie à enfouir. » Le visage du major Arkwright était devenu pâle. « Vous suggérez quoi? Que je l'ai tué? »« Je suggère, major, dit calmement Miss Marple, que vous aviez le plus à perdre. » Arkwright la regarda, puis les autres, puis baissa les yeux vers le sol. Il ne dit rien. Krell s'éclaircit la gorge. « Tant que nous n'aurons pas de vérification complète, je ne peux pas procéder à une arrestation. Mais je garderai le major en détention. » Mais l'échiquier, dit Miss Marple, a toujours disparu. Quelqu'un d'autre l'a pris. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'on le retrouve, même après la mort de Blackmore. Neville Larche leva soudain les yeux écarquillés. « Madame Cheetham, murmura-t-il. Tout le monde se retourna. « Quoi? Lavinia Cheetham cligna de you, confuse. »« Non, je ne vous m'avais dit, dit Neville d'une voix tremblante, que l'échiquier n'avait pas été ouvert depuis des années. Mais c'était un mensonge, n'est-ce pas? Vous saviez ce qu'il y avait dedans. C'est pour ça que vous l'avez enfermé dans le salon. Pourquoi avez-vous insisté pour organiser la fête là-bas? » Les lèvres de Madame Cheetham tremblèrent. Elle appartenait à mon oncle. Il avait dit de la protéger, qu'elle contenait de dangereuses vérités. Molly Marple Asavanka. Vous saviez ce que Edmund cherchait. C'est pourquoi vous avez essayé de le retarder. Mais quelqu'un d'autre a été plus rapide. La pièce était lourde d'eux. Silence. Les secrets s'étaient lézardés. La confiance s'était effilochée. Et pourtant, une vérité subsiste, hors d'atteinte. Alors que Miss Marple quittait le presbytère, le soleil perça enfin les nuages, projetant de longues ombres sur le chemin de gravier. Elle n'avait plus aucun doute désormais sur l'identité du meurtrier d'Edmund Blackmore. Mais le coup final restait à jouer. Et elle comptait bien le jouer avec la plus grande prudence. Le village de Fernley St. Martin a commencé à retenir son souffle. On le sentait à la façon dont les conversations s'éteignaient quand quelqu'un entrait dans une pièce, ou à la façon dont les rideaux tremblaient plus fréquemment que d'habitude. La pluie était passée, mais à sa place régnait une tension silencieuse qui s'accrochait à tout comme de la laine humide. Les dernières révélations, la confession découverte dans l'échiquier, l'arrestation du major Arkwright et la révélation soudaine de Madame Cheetham comme gardienne de secrets de longue date avaient changé le ton du village. Pourtant, la question la plus cruciale restait sans réponse qui, finalement, avait tué Edmund Blackmore. Miss Marple avait la réponse. Mais savoir était une chose.
Le prouver en était une autre. Et surtout, elle avait besoin que le tueur se révèle, non pas par la violence ou la panique, mais par une erreur. Juste un instant de vérité, ramené à la surface par un coup de pouce judicieux. Elle se retrouva de nouveau au salon de thé rose et Thorne cet après-midi-là, sirotant son Earl Grey habituel comme si de rien n'était. Le soleil filtrait doucement à travers les rideaux de dentelle, dessinant des formes dorées sur la nappe. Le village s'animait à l'extérieur, mais le salon de thé était presque vide. En face d'elle était assis l'inspecteur Krell, l'air plus fatigué que d'habitude, les épaules légèrement affaissées, sa tasse de thé intacte. « Vous êtes devenue silencieuse, Miss Marple ?» dit-il, ce qui signifie généralement qu'un bruit sourd va se produire. Elle sourit faiblement. « J'ai observé les gens, inspecteur. C'est tout. Les gens adorent vous parler d'eux, surtout quand ils pensent que vous ne les écoutez pas vraiment. » Krell eut un petit rire. « Et que vous ont-ils dit cette fois-ci ? » Le meurtrier d'Edmund Blackmore n'était pas uniquement motivé par l'appât du gain. C'était quelque chose de bien plus personnel. L'inspecteur se pencha en avant. « Vous en êtes certaine ? Je le suis. Mais j'ai besoin que vous m'autorisez une dernière conversation. Rada formelle. Une simple réunion. Disons un thé à Alderwick House. Une dernière chance pour les gens d'être eux-mêmes quand ils pensent que la tempête est passée. » Krell la regarda longuement et fixement. « C'est très inhabituel. Tout comme un meurtre dans un salon, ma chère. » Il soupira. « Très bien. Mais je veux que Derry soit à proximité. » Miss Marple hocha la tête. Ce serait très sage. 2 jours plus tard, les invitations furent discrètement lancées. Une petite réunion d'élite. Pas plus de 6 personnes, Madame Cheetham, Neville Larche, Marianne Withers, Lily, enfin saine et sauve auprès de sa sœur, le révérend Radbon, et bien sûr, le major Arkwright, bien que toujours en détention provisoire, il fut autorisé à y assister sous surveillance. La réunion se tiendrait dans la même pièce où Edmund était mort, un écho qui, selon Miss Marple, aiderait à dénouer les nœuds. La table était dressée avec soin, une génoise au citron, des sandwichs au concombre et un nouveau pot d'Earl Grey, dont la vapeur montait dans la lumière dorée de l'après-midi. Miss Marple était assise en bout de table, calme comme toujours, son sac à tricot posé soigneusement à ses pieds. « Je vous remercie tous d'être venus, » commença-t-elle d'une voix douce comme une berceuse. « Ce n'est pas facile, je sais, de se retrouver dans cette pièce. Mais je crois que nous approchons de la fin d'une partie très longue et compliquée. Personne n'y parla. Le seul bruit était le faible tic-tac de l'horloge de la cheminée. J'ai réfléchi, continuellement, à tous les problèmes qu'un simple objet peut causer. Un échiquier, par exemple, si innocent en apparence. Un jeu, en réalité. Et pourtant, il a mené à la contrebande, au chantage, à la contrefaçon, et maintenant, je le crains, au meurtre. Pourtant, le silence régnait. Miss Marple s'irritait son imperturbable. Quand Edmund Blackmore revint à Fernley, il apporta bien plus que de vieilles rancunes. Il apporta le savoir. Il savait ce que valait l'échiquier, non seulement en argent, mais aussi en réputation. Il pensait pouvoir utiliser ce savoir pour gagner quelque chose. Mais il avait tort. Elle marque une pause, puis lève les yeux. Parce que quelqu'un d'autre le savait aussi. Quelqu'un qui avait bien plus à perdre que lui. Neville Larche remua sur son siège. Miss Marple ne le regarda pas. Ce n'était pas le major Arkwright, même si je crois qu'il craignait ce qui pourrait en sortir. Ce n'était pas non plus Madame Cheetham, même si elle s'efforçait certainement de taire le passé. Elle laissa le silence s'installer. C'était quelqu'un qui avait observé Edmund attentivement. Quelqu'un qui avait suivi ses faits et gestes à la garden party et qui savait qu'il avait découvert le compartiment secret du tableau. Quelqu'un qui, lorsqu'il s'était rendu compte qu'il risquait de les exposer, avait agi rapidement, intelligemment et sans hésitation. Lily Helida. Le regard de Miss Marple se tourna lentement vers le révérend Giles Radbon. La salle retient son souffle. « Je suis vraiment désolé, révérend, » dit-elle doucement. « Mais vous avez commis une erreur. Une petite erreur.
Le genre de choses que la plupart ne remarqueraient pas. Lorsque je suis venu chez vous après le meurtre, vous avez dit quelque chose d'étrange. Vous avez mentionné que Edmund avait utilisé l'expression « affaire en suspens », un détail que je n'avais pas encore partagé publiquement. Le vicaire cligna des yeux. Vous ne pouvez pas le savoir, à moins d'avoir entendu une conversation privée, ou de lui avoir parlé directement. Mais vous m'avez dit que vous aviez à peine échangé quelques mots. Le révérend ouvrit la bouche, puis la referma. Vous étiez dans la pièce avant le cri, dit Miss Marple. Je crois que vous êtes entré par l'arrière, peut-être pour le confronter, ou peut-être juste pour le persuader de se taire. Mais ça a mal tourné. Son visage était pâle maintenant. Marianne le fixait, incrédule. Tu as participé à la contrebande initiale, dit doucement Miss Marple. Peut-être pas volontairement. Peut-être étais-tu impliqué dans quelque chose auquel tu ne pouvais échapper. Mais quand tu as appris que Blackmore avait l'intention de rendre l'information publique, voire de la vendre, tu as paniqué. Tu ne pouvais pas laisser le scandale toucher l'Église. Ta congrégation. L'œuvre de ta vie. Il se leva, lentement, les mains tremblantes. Tu ne comprends pas, dit-il. Il n'allait pas s'arrêter. Il a dit qu'il publierait cela dans les journaux. Nous ruiner tous. Je comprends, dit Miss Marple avec gentillesse. Vraiment. Mais un meurtre ne peut être justifié, même par la peur. L'inspecteur Krell émergea alors du couloir, ayant entendu chaque mot. L'agent Derry intervint derrière lui. Le révérend les regarda, puis les autres, puis enfin Miss Marple. Il ne court pas. Au lieu de cela, il hocha lentement la tête et se rassit. Je suis fatigué, dit-il, et j'ai porté ce fardeau trop longtemps. Ils le prirent en silence, sans résistance. Après cela, le groupe resta assis dans un silence stupéfait. Même l'horloge semblait plus silencieuse, comme réticente à marquer l'instant. Marianne, les larmes coulant sur ses joues, prit la main de Lily. Madame Cheetham s'essuya les yeux avec une serviette en lin. Neville Larch resta immobile, la bouche fine et indéchiffrable. Miss Marple se servit une autre tasse de thé. Voilà, dit-elle doucement. C'est mieux. La partie, pensa-t-elle, était désormais définitivement terminée. Mais à Fernley-Saint. Martin, les échos des secrets ne disparaissaient jamais tout à fait. Ils s'estompent simplement, comme de la vieille encre sur du parchemin, attendant que quelqu'un d'autre lise entre les lignes. Pendant les 2 jours qui suivirent le thé à Alderwick House, Fernley-Saint, Martin reste suspendu dans un étrange état d'incertitude. La pluie était revenue, douce et brumeuse, créant un voile sur les toits et les haies, brouillant les contours des recoins familiers du village. Les enfants étaient confinés, les boutiques se taisaient et le tintement des tasses de thé était remplacé par des conversations feutrées, souvent interrompues par des pas qui approchaient. Bien que le révérend Giles Radbourne ait été placé en garde à vue sans protestation, son arrestation avait provoqué dans le village une vague de protestations à laquelle personne ne s'attendait. Un homme si respecté, si profondément impliqué dans leur quotidien mariage, baptême, sermon du dimanche, maintenant démasqué comme un meurtrier, c'était aussi impensable que indéniable. Miss Marple, quant à elle, regagnait son cottage de Church Lane avec son calme habituel. Elle ne jubilait ni ne boudait. Son attitude était, comme toujours, mesurée. Mais ceux qui la connaissaient bien, Dolly Bantry en tête, voyaient bien qu'elle était troublée par quelque chose d'inconnu. Le mystère était résolu, du moins le croyait-on au village. Mais pour Miss Marple, un léger sentiment d'inquiétude subsistait. Un fil conducteur pendait encore au bord de son esprit, la tiraillant comme une question sans réponse. Le 3e matin, elle était de nouveau assise dans son salon, tricotant sur ses genoux, un petit pot de confiture de coin intact à côté de sa tasse de thé. Elle fixait les braises dans l'âtre, bien qu'elles aient refroidi depuis longtemps. Dolly arrive à 10h30 pile, apportant des sablés et des ragots frais. « Vous savez ce qu'on dit maintenant » commença-t-elle sans s'asseoir. Que Radbourne avait tout avoué, que Edmund l'avait fait chanter, menacé de révéler non seulement la contrebande,
mais aussi une trahison en temps de guerre. Il avoua avoir glissé de la belladone dans le verre de Blackmore, une astuce, dans l'eau citronnée. Et tout s'apparente. Miss Marple hocha la tête sans lever les yeux. « Mais vous ne pensez pas que ce soit la fin ?» dit doucement Dolly. « Non, » répondit Miss Marple, les yeux toujours fixés sur l'âtre. « Parce que quelque chose cloche. » Dolly se percha au bord du canapé. « Qu'est-ce qui ne va pas, Jane ?» Miss Marple se tourna enfin vers son amie. « La tour. » « La tour ?» La pièce d'échecs. Quand le corps d'Edmund fut retrouvé, il gisait à côté de sa tête, debout, pas renversé comme les autres. Tu te souviens, n'est-ce pas? Moi, si. Je me demandais sans cesse comment une pièce pouvait rester debout après que l'échiquier eût basculé dans le chaos de la mort, à moins que quelqu'un ne l'ait placé là. Deliberate. Dolly fronça les sourcils. Mais pourquoi? Pour envoyer un message. Miss Marple se leva alors et se dirigea lentement vers son bureau. Elle sortit la coupure de journal qui avait été déposée anonymement dans sa boîte aux lettres quelques jours avant la nécrologie d'Armand Duclos. « Il a été assassiné, » dit Miss Marple doucement. « Ou plutôt, il est mort dans des circonstances mystérieuses. » Et le seul indice laissé derrière était un échiquier auquel il manquait également une tour. Dolly Halida. Mais Miss Marple hocha la tête. Je crois que la tour n'était pas juste une pièce. C'était une marque, une carte de visite. Et celle-ci, celle-là, n'était pas celle de Radbourne. La pluie s'intensifia, tapant doucement contre la vitre comme pour la pousser. Miss Marple enroula un châle autour de ses épaules et quitta le cottage, Dolly la suivant de près. Elle se dirigeait rapidement vers le presbytère, désormais fermé à clé et plongé dans l'obscurité, le panneau devant ayant disparu. Mais Miss Marple le laissa passer, se dirigeant plutôt vers l'ancienne école récemment transformée en petites archives. À l'intérieur, la chaleur les accueillit, tout comme la vue de M. Felton, le vieil archiviste bénévole qui portait des mitaines et affichait un air perplexe et curieux. « Ah, Miss Marple, dit-elle, vous êtes venue pour l'échiquier ?» Elle haussa un sourcil. « Pourquoi dites-vous cela, Monsieur Felton ?» Il cligna des yeux. « Oh non, aucune raison particulière. Simplement tout le monde semble en parler ces derniers temps. Alors peut-être me permettez-vous une dernière recherche. J'ai besoin des archives militaires de la Garde nationale de Fernley. Surtout tout ce qui concerne l'église ou le poste de police. » Une demi-heure plus tard, Miss Marple tenait entre ses mains un registre défraîchi datant de 1943. Parmi les noms inscrits figuraient Gilles Radbourne et une autre personne désormais familière, Madame Lavinia Chatham. « Pourquoi, dit-elle à voix haute, la dame de Alderwick House aurait-elle servi dans l'unité de communication de la Garde nationale ?» Elle n'attendit pas de réponse. Le soir même, elle avait de nouveau consulté l'inspecteur Krell. Il s'était habitué à ses visites inopinées, même s'il se redressait toujours légèrement lorsqu'elle entrait dans la pièce, comme s'il se préparait à l'impact. « Vous avez raison, bien sûr, dit-il. À propos du révérend. C'est confirmé. Empreinte digitale sur le verre, résidu dans la théière. Et la voix. Oui, dit lentement Miss Marple, mais il n'a pas tué Edmund Blackmore. » Krell la fixa du regard. « Pardon? Il a empoisonné le thé, oui. Mais ce n'est pas ce qui l'a tué. La belladone, à la concentration qu'il utilisait, aurait ralenti le rythme cardiaque. Provoqué confusion, fatigue. Mais pas une mort instantanée. Cela aurait pris des heures, pas des minutes. » Krell cligna des yeux. Puis il suffoqua. Miss Marple s'assit, les mains jointes calmement. Il s'effondra sous les effets du poison, sans doute. Mais quelqu'un craignant peut-être qu'il ne se rétablisse pressa un coussin de velours contre son visage. Aucune marque visible, car le velours laisse peu de traces. Mais la position du corps, l'angle de sa tête, la pression exercée sur sa joue, tout cela indiquait un acte final, celui de le faire taire. Mais qui? La voix de Miss Marple était basse mais certaine. Lavinia Chatham. Krell se rassit, stupéfaite. Madame Chatham, elle jouait la carte du long terme, dit Miss Marple. Pendant des années,
Elle avait gardé l'échiquier, protégé les secrets des activités de contrebande de son oncle. Mais lorsque Blackmore revint, cherchant à tirer profit de ce qui était caché, elle fut forcée d'agir. Elle savait que Rathbone tenterait de l'arrêter, probablement par des moyens subtils. Mais la subtilité comporte des risques. Et ainsi, lorsqu'il hésita, elle accomplit son acte elle-même. Creole franca, les sorcels. Mais pourquoi maintenant? Après tout ce temps? Parce qu'au moment où Edmund Blackmore découvrit les aveux à l'intérieur du plateau, la donne changea. Il la menaça de la dénoncer comme la dépositaire de biens volés et la commanditaire d'un réseau de contrebande. Elle perdrait tout son nom, sa réputation, sa maison. Creole S.E. Frada Lumen. Avez-vous des preuves? Moi, j'en ai. Miss Marple fouilla dans son sac à main et en sortit la tour en velours le morceau, même resté sur les lieux. Elle avait été évitée. Et que croyez-vous que j'ai trouvé à l'intérieur de cette tour? Demanda T.L. doucement. Creel la fixa, sans voix. Une lettre, adressée à Lavinia, de la part d'Armand Duclos. Un avertissement la suppliant de tout avouer avant qu'il ne soit trop tard. Daté de 2 semaines avant sa mort. Creel se leva lentement. Nous allons la faire venir. Miss Marple hocha la tête. Soyez indulgents. Je crois qu'elle pensait que c'était sa seule option. Alors que les gendarmes étaient dépêchés et que la machine silencieuse de la justice se remettait en marche, Miss Marple se leva et enroula de nouveau son châle. Dehors, la pluie avait cessé. Le village était silencieux, son souffle revenant peu à peu. Des lumières vacillaient aux fenêtres, et les premières étoiles perçaient le ciel crépusculaire. Fernley se remettrait, comme tous les villages. Mais il n'oublierait pas. Miss Marple retourna chez elle, d'un pas lent mais assuré, le cœur ni triomphant ni accablé. La tour s'était dressée, mais elle n'avait jamais fait partie du jeu. Elle n'avait marqué que la fin. C'était une matinée ensoleillée et venteuse à Fernley-Saint Martin lorsque la nouvelle des aveux de Lavinia Chetham fut enfin rendue publique. Les nuages s'étaient dissipés, l'air affichait les premiers signes de fraîcheur automnale, et le village, après des semaines de tension et de suspicion murmurées, commençait enfin à respirer. Le titre du Weston Courrier disait clairement que l'héritière de Fernley avoue son rôle dans la mort de Blackmore. Il n'y avait pas de fioriture dramatique, pas de police criarde, juste les faits. Lavinia avait avoué avoir pressé le coussin sur le visage d'Edmund lorsqu'elle avait réalisé que le poison du révérend Rathbone n'avait pas encore achevé son œuvre. Elle avait agi seule, affirmait-elle. Il n'y avait eu ni complot, juste du désespoir et de la peur. À Alderwick House, les rideaux étaient tirés. La pelouse, autrefois fière, restait sauvage et le portail du jardin entr'ouvert. Lavinia avait été emmenée discrètement au petit matin, sans résistance. Elle avait laissé derrière elle un petit mot et griffonné « J'ai fait ce que je pensais être juste sur le moment ». C'est tout ce que l'on fait, en fin de compte. Miss Marple lut le mot 2 fois, puis plia le mot et le glissa délicatement dans son album. Le village réagit comme le font souvent les villages face à un scandale. Certains furent choqués, d'autres, moins. Quelques-uns pleurèrent la chute de Lavinia, se remémorant les fêtes d'été qu'elle avait parrainées, les robes de cœur qu'elle avait offertes et les fleurs de la fête des moissons qu'elle composait chaque année. Mais sous ce léger regret se cachait une reconnaissance plus profonde de quelque chose de collectif et de non dit qu'il y avait toujours une ombre sous le vernis. Une crispation dans son sourire. Une réserve dans son rire. Elle l'avait porté pendant des années, dit Madame Hartnell à la poste. Tout ce poids, toute cette peur, il était inévitable qu'elle s'effondre. Au salon de thé rose et Thorne, la vie reprend son rythme habituel. Les vitrines brillèrent de nouveau, les gâteaux semblaient plus moelleux que jamais, et Elsie Trou retourna à sa place derrière le comptoir avec toute la vigueur d'une femme revenue à la routine. Miss Marple était assise dans son coin habituel, tricotant quelque chose en laine rose sombre. Elle était rejointe, à son plus grand plaisir, par Marianne Withers et Lily, toutes deux plus saines, plus heureuses et surtout plus épanouies. On m'a proposé un emploi à Brighton,
dit Marianne en remuant son thé. Un poste d'employé. C'est un travail modeste, mais honnête. Je pense que je vais l'accepter. Miss Marple hocha la tête, les yeux pétillants. Vous ferez un travail formidable. Brighton est un endroit idéal pour un nouveau départ. Et Lily m'accompagne, ajouta Marianne. Lily rougit. Juste le temps que je trouve quelque chose à moi. Miss Marple sourit. Je suis sûr que Brighton aura de la chance de vous avoir toutes les deux. Les sœurs restèrent silencieuses un moment, sirotant du thé. Merci, dit enfin Marianne, de ne pas m'avoir jugé, de m'aider alors que je pensais que personne ne le ferait. Miss Marple lui tapota la main. Ma chère, j'ai vécu assez longtemps pour savoir que les bonnes personnes se font parfois piéger dans des choses terribles. Mais cela ne les rend pas moins bonnes. Elles restèrent assises un moment, laissant le silence s'installer autour d'elles. Pendant ce temps, l'inspecteur Creel terminait les derniers papiers au poste temporaire. L'implication du major, autrefois suspecté, avait été totalement écartée. Il avait certes craint d'être démasqué, mais il n'avait pas participé au meurtre. Il avait pleinement coopéré une fois qu'il avait compris que le passé ne pouvait plus être occulté par l'orgueil. Neville Larche était revenu à l'épicerie, discret mais inchangé, saluant toujours ses clients d'un signe de tête et d'une remise occasionnelle. Son rôle dans le scandale de contrebande était passé largement inaperçu, masqué par le drame plus vaste qui l'entourait. Il ne parlait plus jamais de Paris. Quant au révérend Radbon, son sort était scellé dans une cellule tranquille de Weston. Il serait démis de ses fonctions cléricales, bien sûr, bien que quelques villageois loyaux aient écrit des lettres demandant la clémence. Il avait avoué, après tout, et semblait sincèrement repentante. À Fernley, on parlait de moins en moins de toute l'affaire chaque jour, non par déni, mais avec cette façon anglaise de passer à autre chose, de ne pas oublier, de ne jamais oublier, mais de reléguer les choses au passé, comme des photos dans un album. Une semaine plus tard, Miss Marple reçoit la visite de Dolly Bantry, portant 2 bocaux de confiture de Quetch et un panier de soucis de fin d'été. « Vous avez l'air plutôt satisfait de vous-même, » dit Dolly en entrant. « Je suppose que je suis. » Mademoiselle Marple a répondu, mettant de côté son tricot. « Vous avez résolu un autre meurtre, exposé une bague de contrebande cachée, réuni 2 sœurs et découvert des secrets enterrés pendant des décennies. Tout dans une quinzaine. » Molly Marple glausa. « Lorsque vous le mettez comme ça, cela semble plutôt occupé. » Ils se sont assis ensemble près du feu, sirotant du thé et se remémorant. « Je me demande toujours, » a dit Dolly après une pause, « qu'est-ce qui fait que quelqu'un traverse cette ligne de protection d'un secret pour commettre un meurtre pour cela ?» Les yeux de mademoiselle Marple devinrent réfléchis. « Peur, je pense. Pas de prison, nécessairement. Mais de honte. D'être vu clairement pour la première fois et de ne pas savoir vivre avec. » Dolly acquiesça lentement. « Et les échecs ?» « Les échecs, mademoiselle Marple a dit avec un léger sourire, est simplement une métaphore. Il enseigne la patience, le sacrifice, la tromperie et au-dessus de l'eau stratégie. Il n'est pas étonnant que ce soit devenu la pièce maîtresse de toute cette affaire. » Elle se pencha en arrière sur sa chaise. Le tableau d'échecs creux. Une cachette parfaite, jusqu'à ce qu'il devienne trop plein. Au fur et à mesure que la journée avançait, la lumière dorée s'adoucit. Les toits de Fernley scintillent au loin, et le dernier des hirondelles a plongé bas à travers le jardin. Plus tard dans la soirée, Miss Marple se tenait près de sa fenêtre, regardant par-dessus le village calme. Le rire des enfants résonnait légèrement d'une voix voisine. Quelque part, un chien aboya une fois et a été répondu par un autre. La vie était revenue. Elle a tenu la dernière page de son album entre ses doigts pendant un long moment avant d'écrire Blackmore, le chantage et la vengeance. Assassiné par Lavinia Chatham, suffocation, avec une tentative d'empoisonnement antérieure du révérend Radbon. Preuve clé Rook Hollow, lettre cachée, parchemin de confession. Catalyser la vérité n'est plus disposée à rester enterrée. Elle a fermé le livre avec un claquement silencieux, l'a placé sur l'étagère entre autres, et s'est révélé la lumière. Un autre mystère résolu.
Une autre vérité découverte. Et demain, peut-être, quelqu'un passerait avec un nouveau morceau de potin. Fernessin. Martin ne serait jamais sans secret. Mais pour ce soir, au moins, le village pourrait dormir. Et mademoiselle Marple, toujours vigilante, toujours douce, toujours en sachant peut se reposer.